Et avec vous au 0826 300 300 avec aujourd'hui Franck Marguin, conseiller régional LR d'Île-de-France. Bonjour. Romain Colas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Bonjour. Fergan Aziari, délégué général de l'école de la Liberté, chargé d'études à l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Bonjour. Et Jérôme Dubus, bonjour. Vous êtes conseiller de La République En Marche de Paris et président du groupe PPCI, les Parisiens progressistes constructifs et indépendants. On va parler évidemment de la grève, une grève qui va bien au-delà de la réforme des retraites. Serez-vous en grève? Apparemment, le privé va peut-être rejoindre le public, la fonction publique dans cette grève. On va parler des pénuries d'essence et puis de cette loi pour lutter contre l'antisémitisme qui va être débattue à l'Assemblée nationale. Ce sera dans quelques instants. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Allez, commençons avec de la bienveillance et de la musique avec Jérôme qui a un coup de cœur. Eh ben, mon coup de cœur, c'est Léonard Cohen. Alors, évidemment, à titre posthume, puisqu'il vient de sortir, enfin, son fils, plus exactement, Adam Cohen, vient de sortir un disque où il y a 9 titres posthumes, puisque Léonard est mort en 2016, il y a à peu près 3 ans, et que ce disque est excellent. Voilà. Et souvent, à titre posthume, les disques ne sont pas très bons. On a vu des exemples qui étaient vraiment très mauvais. Là, c'est un très bon disque. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que Léonard Cohen a fait de très bons disques sur la fin de sa carrière. C'est un type assez étonnant parce qu'il a commencé à chanter, à sortir son premier disque à 33 ans. Vous vous rendez compte? Une longévité, dans la pop rock, c'est pas très fréquent. C'est toujours un petit peu les albums post-mortem sont c'est toujours très médiocre, ou alors on sait pas très bien. Là, en fait, ça a été mis en musique. En fait, il parle plus qu'il ne chante. Alors c'est ça, il parle. Ce sont des poèmes en fait qui ont été mis en musique par son fils, qui a fait appel à Daniel Lanois, qui est un grand producteur, qui a produit Bob Dylan, etc. U2 par exemple, et puis qui a fait appel à Beck aussi, qui vient de sortir lui aussi un disque, et ça donne un très bon résultat. Alors ce ne sont pas des chansons, ce sont des poèmes en qui musique, sont lus, qui sont remis en musique. Mais où on reconnaît, j'ai écouté évidemment cette voix, qui est absolument extraordinaire. C'est un type assez étonnant. Il a été ruiné en fin de carrière par Madoff, parce qu'il a fait tous ses placements chez Madoff. Il a été victime de Madoff. Et il a dû remonter sur scène. Et il a fait des concerts extraordinaires sur la fin de sa carrière. Et 3 albums excellents, dont celui-là. Donc, coup de cœur. Coup de cœur pour l'album de Léonard Cohen. Fergan, vous, c'est un coup de cœur pour un héros de la liberté. Tout à fait. C'est un coup de cœur qui concerne Joshua Wong, qui a fait l'objet d'une couverture élogieuse de la part du Point cette semaine. Joshua Wong, qui est donc le leader du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, qui tient tête à l'un des régimes les plus despotiques de la planète, qui est donc la Chine. Ces derniers temps, le mouvement pro-démocratie a remporté une victoire électorale écrasante aux élections locales à Hong Kong. Et il faut vraiment, je crois, admirer ces héros qui en fait, sont un véritable symbole des valeurs universelles occidentales et qui montrent finalement, qui font mentir les préjugés qui voudraient que les idéaux libéraux occidentaux ne seraient circonscrits qu'à la région euro-États-Unis. Et donc, je pense qu'il est important de soutenir Hong Kong, qui fait face à la Chine, qui mène une véritable guerre de civilisation, qui fait preuve d'un véritable impérialisme. Et pour ma part, j'aimerais bien voir les chancelleries occidentales un peu plus actives sur ce dossier, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, ça reste un peu silencieux. Simplement un complément pour vous dire que notre groupe au Conseil de Paris va déposer un vœu pour que ce jeune homme soit reconnu citoyen d'honneur de la ville de Paris. Je ne sais pas si ça va aboutir, si ça sera voté par l'ensemble des groupes, mais en tout cas, c'est nous qui allons le déposer. Voilà, donc ça va dans ce sens. Oui, c'est effectivement plutôt beaucoup de silence autour de ce jeune homme et puis du mouvement en général. Romain, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule d'appel, Valérie. C'est un cri d'appel. Et je suis content parce qu'il y a un conseiller régional d'Île-de-France de la majorité qui est présent. Il se trouve, vous l'avez dit, que je suis maire d'une commune en Île-de-France, Boussy-Saint-Antoine, et que je me bats depuis des années pour remettre en culture des chants. D'autant plus qu'on a fait le choix dans nos restaurants scolaires de cuisiner du frais tous les jours. Donc j'offre un débouché immédiat à des cultures maraîchères bio qui pourraient être mises en place. Et je me bats avec des promoteurs qui sont les propriétaires d'un champ de 8 hectares depuis maintenant 10 ans. J'ai réussi enfin à les convaincre parce
parce qu'on a classé le champ en agricole, c'est classé agricole au schéma directeur de la région Île-de-France, de vendre ce champ. J'ai une convention avec l'Agence régionale des espaces verts, qui est l'outil qui est censé nous aider à porter le foncier agricole en Île-de-France. Et depuis le changement de majorité à la fin décembre 2015, j'en suis le premier désolé, je n'ai plus d'interlocuteur au sein de l'Agence régionale des espaces verts. Je réclame un rendez-vous depuis 4 ans avec la présidence de l'Agence régionale des espaces verts que je n'arrive pas à rencontrer. Là, ça y est, ce champ est en vente. Donc c'est un coup de gueule d'appel. Je vous remercie de relayer mon message. Je suis en lien avec le cabinet de Valérie Pécresse. Je souhaite vraiment que l'agence se positionne sur ce champ parce qu'on pourra, dans ma commune, et ça participe à l'indispensable transition, faire demain manger aux gamins des légumes et des fruits bio que nous aurons cultivés sur place. Ça va au-delà de ça. Enfin, le problème de l'agriculture en France, il est et en Île-de-France, il y a beaucoup de champs qui sont laissés complètement à l'abandon à cause des subventions. Et on a besoin d'outils. Il y a un modèle économique qui est possible et on a besoin d'outils de portage foncier. C'est le rôle de l'Agence régionale des espaces verts en Île-de-France. J'ai bon espoir que celle-ci se positionne. En tout cas, j'actionne tous les leviers possibles, dont votre antenne, Valérie, ce matin, parce que je crois que ça participe vraiment de l'indispensable transition. Et je m'engage à venir sur votre antenne pousser un grand coup de cœur et un grand merci à Valérie Pécresse si elle nous aide enfin à mener à bien ce beau projet. Je vais répondre avant de vous dire. Tout d'abord, j'entends, ça va exactement dans la politique régionale. Donc, j'ai aucun souci. Si vous n'avez pas une interlocuteur, je le regrette vraiment particulièrement parce que Anne Cabri, qui est vraiment une très bonne collègue et amie avec qui j'ai fait de la politique depuis longtemps, elle est très soucieuse, elle a pris les espaces verts. Donc dès qu'on sort de ce plateau, vous pouvez compter sur moi, je l'appelle. Très bien. Alors je vais vous donner la parole dans un instant, Franck, parce que je pense que votre coup de gueule va faire réagir et va susciter du débat. Moi je voulais, vous êtes nombreux souvent à Sud Radio à nous dire les journalistes, tous vendus, etc. Mais il y en a qui font leur boulot, qui font du bon boulot. Il y a encore des journalistes d'investigation. C'est le cas d'Anne Jouan à l'Express, qui la semaine dernière a révélé un scandale abominable à propos des dons de corps à l'université Paris-Descartes. J'imagine, Jérôme Dubus, que vous avez entendu parler. On parle de charniers, on parle de conditions inacceptables, de gens qui ont fait don de leur corps à la science, dans des locaux vétustes, dans des locaux indignes d'accueillir des corps. Tout le monde savait, beaucoup de gens savaient, des noms ont été, même Axel Kahn, qui fait partie de Paris-Descartes, Guy Valencien, des gens qui sont exprimés. Donc ce scandale a évidemment suscité l'émoi des familles, et l'Express publie cette semaine des portraits de gens qui ont donné leur corps pour qu'ils ne restent pas anonymes, et ce sont des portraits formidables à découvrir dans l'Express de cette semaine, des portraits émouvants qui expliquent ce qu'est le don du corps, pourquoi ces gens ont donné leur corps à la science. Les familles aujourd'hui évidemment se mobilisent, mais il y avait Geneviève qui était une originale qui aimait jouer au casino, il y avait Eric, un facteur fan de Game of Thrones, il y avait un marin fou, Georges Geoffrey. Ce sont des portraits qui sont émouvants, parce que ces gens, les familles ne regrettent pas le don du corps. Aujourd'hui, elles voudraient qu'on sache pourquoi ils ont donné leur corps. Et c'est vraiment, je trouve qu'il y a du journalisme qui est utile et qui sert à quelque chose. Peut-être une réaction, Jérôme Dubus, sur ce qui s'est passé à Paris-Descartes. Il y a une enquête qui est ouverte. Il y a une enquête qui est ouverte, donc on en saura plus à la fin de l'enquête, mais c'est vrai que ça a surpris un certain nombre d'élus qui n'étaient pas au courant, ça c'est clair. Par contre, les principaux intéressés étaient parfaitement au courant. C'est pas parce que vous avez donné votre corps à la médecine, que vous avez fait don de votre corps, que votre corps doit être endommagé ou maltraité. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Ouais, mais il y a un des conseillers, Frédéric Dardel, qui était président de Paris-Descartes et qui aujourd'hui est un des conseillers de Madame Buzyn, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais ça, écoutez, moi je ne crois pas qu'il y ait de rapport de cause à effet sur cette affaire. Voilà, donc essayons, il y a une responsabilité quand même, non ? Il y a une responsabilité. Essayons que ça ne se reproduise pas, soyons positifs. Alors c'est fermé, ce centre qui est qui est le plus grand centre de don du corps aujourd'hui est fermé. Ça m'inspire, moi, le fait que ces personnes qui font don de leur corps à la science pour que, dans le passage à leur dernière demeure, ils puissent encore être utiles au progrès et à la société, on leur doit simplement la dignité et le respect. Ce qu'ils font est admirable d'une certaine façon. Et la société, les universités, leur doit dignité et respect. Et donc, si ce qui a été révélé
par cette journaliste, ce qui montre l'utilité effectivement d'un journalisme d'investigation qui joue son rôle de lanceur d'alerte, est avéré. Il faut que la justice fasse son travail et surtout qu'on en tire les enseignements. Oui. Je me suis trompé, Frédéric Dardel est conseiller de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, très précisément. Il va peut-être falloir que ces gens répondent aussi de ça. Alors attention, on remet aussi un peu les choses en perspective. Il se trouve que moi j'ai un de mes enfants qui a fait médecine et qui a beaucoup parlé de ces corps qu'on attendait. Il y a un côté potage vis-à-vis de la mort qui nous échappe ici tous autour de ce plateau. Mais là, on ne parle pas de potage. Attendez, laissez-moi finir. Et qui fait que le traitement qu'on donne à ces corps a peut-être été un peu oublié face aux réductions budgétaires. Et en cela, j'allais soutenir l'article. Donc, je dis simplement ne pas avoir de la fausse émotion. Parce que, autant je trouve que cet article est intéressant, parce que ce que j'allais vous dire, ce que j'approuve, c'est qu'il lève un tabou sur c'est quoi donner son corps, ça veut dire quoi, ça rend vraiment service, est-ce que les familles contribuent vraiment. Maintenant, le fait qu'ils n'aient pas été dans des conditions dignes, je dis attention, j'ai vu des choses, je ne peux pas les raconter sur ce plateau, mais épouvantables. Enfin, les médecins prennent des bras, des têtes, se les mettent dans leur lit pour faire des blagues. Enfin, on a un détachement vis-à-vis de la mort quand on est dans un milieu médical qui nous surprendrait ici tous autour et qui surprendrait nos auditeurs. Donc je dis, prendrons mieux s'il y a une enquête, ne faisons pas des conclusions immédiates sur l'indignité réservée. Non mais là lisez l'article. Sur votre article, l'article était fort. L'article, et surtout, vous l'avez très bien dit, il est émouvant. Et en plus, c'est un problème de respect de la dignité des familles. C'est pas des amusements de potage de carabins que l'on connaît. C'est un respect de dignité des familles. D'ailleurs, dans les morts... C'est-à-dire qu'on parle de corps en putréfaction et on parle... C'est le problème des réductions budgétaires. Et on parle aussi de vente, c'est-à-dire que ces corps sont vendus sans l'accord des familles à des sociétés privées pour faire des crash tests. Alors c'est terrible parce que, et c'est pour ça que c'est très bien ce que fait l'Express cette semaine, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi les gens donnent leur corps, l'utilité de donner son corps, et que dans l'immense majorité des centres en France, ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut surtout pas jeter l'anathème sur les familles qui se réjouissent d'avoir des gens de leur famille qui ont donné leur corps. C'est un peu ça que j'essaye de dire, si vous voulez. Quand vous allez visiter des morgues, c'est pas toujours très reluisant. Allez, on va passer... Alors on va marquer une petite pause et puis on va passer à votre coup de gueule, Franck Marguin, dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Fergan Aziari et Jérôme Dubus. On va passer à votre coup de gueule. Donc, je rappelle juste l'Express aujourd'hui pour se lire ces témoignages et que vous parliez de la morgue. La morgue, c'est dans 10 tiroirs. C'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même chose. C'est pas les mêmes conditions. La morgue, c'est pas pareil. Donc Franck Marguin, un coup de gueule. Oui, écoutez, moi j'ai été absolument stupéfait par la déclaration du ministre Monsieur Delevoye sur le fait que pour régler les problèmes de retraite, généralement en Europe, parce que justement le problème est très grave sur ce qu'il a dit, il faudrait effectivement pallier cette difficulté avec 50 millions de migrants supplémentaires. Et moi je trouve que nous sommes là au cœur de l'incohérence. Depuis 30 ans, toutes les politiques publiques de tous les pays européens et de tous les partis, donc c'est vraiment un vrai coup de gueule sur l'incohérence de vision dans une société. On a démantelé, diminué, abîmé les politiques familiales. Ce qui fait qu'un exemple très frappant, par exemple en France, sous la mandature de Hollande, on était un des derniers pays européens à avoir 2,1 enfants par femme, et avec le plafonnement en fait de la réduction fiscale, bah oui, il se trouve que c'est vrai, c'est les gens qui ont un tout petit peu plus d'argent qui ont un peu plus facilement d'enfants. C'est un peu une espèce de c'est pas fort, je suis pas sûr de ce que vous dites. Je suis pas persuadé de ce que vous dites. C'est plutôt l'inverse. On le voit, c'est que les cadres, je suis pas sûr que ce soit le cas. C'est une réalité pourtant. Les pays riches ont moins d'enfants que les pays pauvres, par exemple. C'est pas. Oui, non, mais je parlais là dans une population comme. Enfin, c'est pas tellement sur les riches et les pauvres que je voulais dire ça, parce que de toute façon, on va prendre le débat là où je voudrais pas l'amener. En fait, ce que je voulais dire, c'est que on est tombé de 2,1 à 1,9, parce que la dernière tranche des Français qui avaient un peu plus d'enfants que la moyenne des Français étaient ceux qui avaient un peu plus de revenus et donc une peur sur l'avenir un peu moins grande. C'est ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, pour élever des enfants, on a quand même, dans des sociétés qui sont ultra libérales et très difficiles et très agressives, des peurs de s'investir à 25 ans. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que ce trend qu'on a vu partout en Europe fait le lit aujourd'hui de gens comme le Front National, parce qu'on leur explique qu'on a enlevé les politiques familiales, mais c'est simple, en fait, toute la réalité, c'est qu'on va compenser en faisant rentrer un grand nombre de migrants. Et la deuxième incohérence, on est en train d'expliquer que ne pas avoir
finalement financer les familles. On est dans une société qui trouve de toute façon les problèmes en amenant des migrants. Donc, on est en train de faire un lit, encore une fois, de l'extrémisme. Et troisième chose que je veux dire, quand on voit des gens comme Viktor Orban, que je ne soutient absolument pas dans tout. Mais je lisais justement dans Le Point qu'il avait un sursaut de mariage chez lui parce qu'il a finalement décidé une politique familiale très agressive avec une prime au mariage et aux enfants. Et comme par hasard, les mariages ont bondi de 20%. Donc j'essaye, pour donner un peu de sens à mon propos, de dire qu'il y a quand même un problème d'argent avec les familles. Il ne faut pas penser que les familles ont moins d'enfants parce que c'est un phénomène uniquement de société. C'est un phénomène de pauvreté. Je suis pas sûr, de votre raisonnement. Eh bien, moi, je vous le dis, les familles aujourd'hui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'elles ont peur de l'avenir. Mais les gens riches font moins d'enfants que les gens pauvres. Font moins, mais ils en font quand même un peu plus. Oh non, ça je comprends pas. Regardez dans Paris ce qui se passe. Non, mais regardez tout simplement dans Paris ce qui se passe. Non, mais Paris, c'est un cas particulier. Eh bien oui, mais c'est un cas où la ville... C'est un cas tout à fait particulier. Et moi, je dis alors pourquoi Delvoye ? Alors pourquoi le coup de gueule ? Eh bien, parce que je dis quand on est ministre, on n'explique pas à une population que l'on va régler le problème des retraites et donc d'un manque de natalité depuis 30 ans en faisant venir plus de migrants. C'est une incohérence totale, un manque de vision sur la politique familiale en Europe, et pas que chez nous, dans tous les pays européens. Et comment dirais-je, une alerte de très mauvaise qualité sur ce débat un peu nauséabond qui a déjà lieu dans tous les pays avec l'arrivée des extrêmes. Un mot sur Jean-Paul Delevoye. Alors il s'est justifié, il les a jugés sortis de leur contexte, il a dit que ça avait été interprété de façon erronée, que son opinion avec l'immigration est un sujet sensible, il cristallise les oppositions et crée des divisions. Ceci dit, alors moi je ne sais pas s'il faut faire venir 50 millions de migrants, mais ces propos révèlent quand même un problème de fond, c'est le caractère intrinsèquement déséquilibré de notre système de retraite fondé sur la répartition. Et je suis assez stupéfait que vous n'évoquiez pas du tout ce sujet-là, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Oui. Au-delà des questions de politique familiale, non, c'est le problème c'est le système de retraite en lui-même qui aujourd'hui, il y a en 1975, il y a 3 cotisants par retraité. Aujourd'hui, on est à 1,5 cotisants par retraité, parce qu'il y a des dynamiques démographiques qui font que ce système hérité de la période de Vichy, de la Seconde Guerre, enfin de la fin de la Seconde Guerre mondiale, est structurellement instable. Parachevé ce que Pétain avait installé avec allocation vieillesse. Bien sûr que si révisez votre histoire. Vérifiez, vous sortirez du studio. L'universalité, c'est 45. Le système de retraite par capitalisation a été aboli au début par Vichy et ensuite c'est le Conseil national de la Résistance qui a prorogé, qui a parachevé ce système en l'universalisant. Vous dites exactement ce que je dis, il n'y a pas assez d'enfants par rapport aux gens qui vieillissent. C'est le système de répartition. Est-ce que la solution est de faire venir 50 millions d'immigrés ? Et je pense pas justement, ce serait plutôt de renforcer les politiques familiales. Non, mais je crois que il n'a pas mesuré en termes de communication. C'est un monsieur qui a une certaine expérience quand même, un certain âge. Il a une certaine expérience. Si on veut faire le lit de l'extrémisme, il n'a pas mesuré précisément le choc que ça pouvait créer dans la population française d'annoncer un chiffre aussi élevé. Ouais. Parce que 50 millions, on n'est pas très loin de la population française. Donc les gens se disent, on va faire venir quasiment la population française. En Europe. À 62 millions. Mais même en Europe, c'est pas possible. Donc je crois d'ici 2050. Je crois, oui, mais enfin quand même, je crois que le choc, ça a été le montant annoncé, le nombre annoncé. Ouais. Ça, c'est pas possible. Il faut pas faire ça. Voilà. Et sur le fond, une mauvaise solution. Et sur le fond, de toute façon, l'immigration, elle est nécessaire en France, on le sait. Alors que ce soit à ce montant-là, je ne crois pas. Mais il est absolument avéré maintenant que l'immigration, sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre d'emplois non pourvus, est nécessaire à la France. Alors après, il faut l'encadrer. C'est tout le problème des quotas dont on a parlé récemment. L'immigration professionnelle, il faut l'encadrer. Bon. Mais néanmoins, elle est nécessaire. Dans quelle mesure il faut en débattre ? On va en redébattre et on va reparler avec la grève du 5 décembre dans quelques instants. Restez avec nous, on va parler de l'essence, la pénurie d'essence. Est-ce qu'il y a une psychose qui est en train de se mettre en place ? Est-ce que c'est une menace réelle ? On en parle avec vous, 0826 300 300. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Pour vous, les magasins U lancent leur opération collection gagnante de Noël. Julie ? 5 décembre, les professionnels du BTP ont décidé de poursuivre le blocage des dépôts pétroliers. Ça veut dire qu'il y a plus de 400 stations-service qui sont totalement à sec, 400 autres qui sont en rupture partielle. Plusieurs stations-service en Bretagne sont à court de carburant. Alors,
il faut raison garder. Il y a 5 dépôts qui sont bloqués sur 200 un peu partout en France. Les automobilistes se pressent dans les stations-service parce qu'ils ont peur de la pénurie et qu'ils vont provoquer et qu'ils provoquent eux-mêmes une pénurie. Le gouvernement, lui, l'assure, les dépôts seront débloqués le plus rapidement possible. Il y en a eu déjà qui ont été débloqués cette nuit. Dites-nous si vous craignez, vous, des pénuries d'essence, 0826 300 300. Et est-ce qu'à force d'en parler, c'est ce qu'on fait ce matin, on n'ajoute pas à cette psychose? Je ne sais pas qui veut en parler, qui veut commencer. Peut-être vous, Romain Colas? Écoutez, je ne sais pas ce que seront à la fois les actions du gouvernement et la poursuite des mobilisations pour les entrepreneurs du BTP qui manifestent parce que c'est lié tout ça à la fiscalité sur le gazole non routier. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a déjà un début d'inquiétude chez les automobilistes. J'en veux pour preuve qu'à côté de chez moi, la station-service hier était déjà à sec parce que les effets d'anticipation font que on crée les problèmes alors qu'il n'y en a pas forcément. Donc j'invite chacune et chacun à la prudence. Pour l'instant, autant que je sache, sur l'Île-de-France, on n'a pas de danger, immédiat. Il y a 200 dépôts, il y en a 5 de bloqués, et la pénurie aujourd'hui, elle est due justement à cette espèce de panique, d'effet d'anticipation. Bien sûr, les gens ont peur en fait, ils sont inquiets parce qu'on voit bien que le gouvernement est dans une difficulté assez grande pour évaluer en fait l'ampleur du mouvement, et la seule peur que peuvent avoir les Français, et en particulier les Franciliens, parce que c'est vrai que la concentration dans un petit espace est toujours plus problématique à délivrer, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir une agrégation du transport, il va y avoir les hôpitaux, les professeurs, et puis demain, l'approvisionnement alimentaire. Enfin, les gens ont, moi je trouve, on vit dans une situation de peur. Et c'est un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure sur mon propos, mais on ne mesure pas assez. Moi, je le vois en tant que politique, quand on est sur le terrain, quand on se lance en campagne électorale pour les municipales, on voit bien les gens ont peur. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leur boulot, ils ont peur pour leur retraite, ils se sentent exploités, ils se sentent pas écoutés. Enfin, ça, c'est une réalité. Donc, je pense que ce que vous mentionnez là sur les dépôts, ça reflète effectivement la peur qu'ils ont de voir quelque chose qui pourrait s'étendre et ne pas être géré. Non, je crois qu'il faut raison garder sur cette affaire. D'abord, il y a un certain nombre de dépôts qui ont été débloqués cette nuit, comme vous l'avez rappelé. Je pense que ça va continuer. Il y en a eu un et il y en aura encore dans la journée. Donc, ça va faire un certain nombre qui seront débloqués, je pense, ce soir ou demain. Ça, c'est clair. Donc, les raffineries vont pouvoir réapprovisionner les stations sans aucun problème. Bon, c'est dû au fait que cette affaire de retaxation du gazole non professionnel a été mal gérée. Je suis désolé de le dire. Voilà. Oui, parce que ça part, effectivement, il faut rappeler que ça part de l'avantage fiscal sur le gazole non routier. Ceux qui bloquent aujourd'hui, ce sont des petits patrons. Ce ne sont pas des syndicalistes, ce ne sont pas des syndicats de salariés, ce sont des petits patrons qui bloquent un certain nombre de raffineries. Bon, il y a des organisations professionnelles qui sont là pour négocier. Il faut que le gouvernement, moi j'appelle le gouvernement à revoir avec les organisations professionnelles cette affaire et qu'on la règle. Parce qu'effectivement, l'affaire du carburant, c'est inflammable. Je fais un très mauvais jeu de mots, mais bon, ça a commencé avec les Gilets jaunes. C'était la taxe carbone, l'augmentation de la taxe carbone sur les carburants. C'était il y a à peu près un an. Il ne faut pas que ça recommence. Donc, l'affaire des carburants en France, ça prend une tournure extrêmement difficile à chaque fois qu'on y touche. Donc, faisons attention. Non, moi, ce qui m'agace, c'est un petit peu le mode d'action. Je veux dire, je peux comprendre les revendications et les préoccupations liées à la fiscalité de l'essence, et je serai le premier à dire sur ce plateau que ces produits-là sont surtaxés et qu'il faut évidemment alléger le fardeau fiscal pour augmenter le pouvoir d'achat de tout le monde. Mais enfin, si on se mettait tous à chaque fois à bloquer des infrastructures critiques chaque fois qu'on est mécontent, on s'en sortirait pas. Donc moi, je suis assez agacé par le fait qu'aujourd'hui, le blocage est considéré comme étant le mode d'action par défaut. Ça montre, à mon avis, un certain laxisme à la fois du côté des institutions et aussi du côté de la législation sociale. Comment se fait-il que, alors là c'est des petits patrons, mais des syndicats puissent tenir aussi longtemps à bloquer des installations stratégiques sans être inquiétés sur le plan légal. Moi, en tant qu'utilisateur, alors je m'en fiche puisque je circule à vélo, donc je ne suis pas impacté, mais pour mes compatriotes qui dépendent de la voiture et qui aujourd'hui sont sujets au risque de ne plus
pouvoir se déplacer à cause d'une pénurie, c'est assez embêtant. Ouais. Donc, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, bien sûr. Mais non, là, on est vraiment dans l'effet de psychose. Il faut qu'on apprenne dans ce pays à gérer les conflits pacifiquement. On ne peut pas toujours se réfugier dans des actions mais là, pour gérer les conflits. Romain Colas. Mais je voulais rebondir sur les propos de Fergan, parce que le problème, c'est que sur les modes d'action, c'est pourquoi on arrive là. Pourquoi on en arrive là? Et bien, pour la simple et bonne raison, d'abord qu'il y a une problématique de la culture du dialogue social dans le pays. Bien sûr. Il y a également une tradition bien française, bien gauloise du conflit, mais il y a une responsabilité éminente du pouvoir et particulièrement de ce gouvernement. Pour la simple et bonne raison qu'il a fallu, on a parlé à l'instant de la crise des Gilets jaunes, qu'il a fallu qu'il y ait un certain nombre de samedis avec énormément de violence. Je me souviens que ça commence à bouger après les dégradations honteuses de l'Arc de Triomphe. Il a fallu qu'il y ait de la casse, il a fallu qu'il y ait des blessés, il a fallu qu'il y ait le foutoir dans le pays, pardonnez-moi, pendant un certain nombre de week-ends, pour qu'enfin le président de la République descende de son piédestal jupitérien et accepte d'engager un minimum de discussion. Il a ensuite inventé d'ailleurs le grand débat. On a un problème dans ce pays et les gouvernants, et particulièrement ce pouvoir, ont une responsabilité particulière de crispation du dialogue. Aujourd'hui, on donne l'impression, il y a deux parties dans un dialogue, on donne l'impression qu'il faut bloquer et parfois même casser pour se faire entendre. Je suis d'accord, ça en dit long sur la qualité de nos institutions. Oui, mais pour en revenir au point essentiel qui est le point de ces carburants qui ne seront plus détaxés, ça provoque chez un certain nombre de petites entreprises des catastrophes. C'est-à-dire que sur leur résultat, ils ne pourront pas absorber sur un an, c'est-à-dire en 2020, ils ne pourront pas absorber cette augmentation. C'est clair, net et précis. Il y a des cas très, très clairs, et c'est la raison pour laquelle ils manifestent. Alors moi, je ne soutiens pas les blocages, vous avez bien compris, mais je crois que le dialogue est absolument indispensable pour faire en sorte qu'on ait un étalement de cette mesure, car en réalité, on ne peut pas faire en sorte que des PME disparaissent. Enfin, tous les jours, on essaye de créer des PME, et là, c'est un certain nombre qui vont disparaître. Ce sont les petites entreprises qui sont pénalisées. Oui, ce sont des TPE, des PME et des TPE qui, pour elles, ça provoque par exemple, j'ai vu un exemple l'autre jour, une vingtaine de salariés, 50 000 € d'augmentation sur un an des carburants, c'est absolument impossible pour elles. Ouais. C'est la clé sous la porte, avec des licenciements. On a Mathieu en ligne avec nous. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Ça va. Ça va, vous nous appelez de Toulouse? Oui. Vous avez de l'essence à Toulouse? Bon, écoutez, pour l'instant, ils ont l'air de moins s'affoler que dans d'autres villes de France. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur ça? Je pense que c'est aussi le jeu de l'État de créer un peu ces pénuries. Oui, ce qu'on était en train de dire. Ça permet, je pense que du coup, dans la tête des gens, il y en a qui vont se dire, ça décrédibilise le fait de la grève. Et les gens se ruent dans les pompes à essence. Moi, j'habite en campagne, j'ai une petite pompe à essence qui est ravitaillée que tous les 15 jours. Moi, je me rappelle qu'une fois, quand il y avait eu une grève aussi un peu similaire, elle avait été vide en 2 jours. Donc, il y a de l'essence dans les pompes assez pour tenir 15 jours de grève. Ça me paraît déjà très long. Personne ne pourra tenir ça. Ouais. On a un gouvernement aujourd'hui qui tient les gens avec les crédits et tout ça. Donc, les gens, ils savent très bien que les gens ne peuvent pas se permettre de tenir une grève vitam aeternam. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Merci de votre appel, Mathieu. Merci beaucoup. On va peut-être changer de sujet. On va pas vraiment changer de sujet, puisqu'on va parler de la grève du 5 décembre. On continue, le combat continue. Cheminots, enseignants, étudiants, policiers, éboueurs, avocats, syndicats, partis d'opposition, gilets jaunes, donc appellent à faire grève et à manifester jeudi prochain contre la réforme des retraites. Sauf qu'au-delà de la réforme des retraites, c'est le gouvernement Macron qui est en plein dans le viseur, et on va en parler avec vous. 0826 300 300. Appelez-nous pour nous dire si vous ferez grève, si vous allez manifester. On attend vos commentaires. Jérôme Dubus. Une grève très politique aujourd'hui. Écoutez, certains partis politiques en ont fait une affaire politique. Quand je vois par exemple le Rassemblement National et Mme Le Pen qui va défiler bras dessus, bras dessous. Non, elle a dit qu'elle n'irait pas manifester. Elle l'a dit ce matin. Elle a dit, vous me voyez manifester aux côtés de la CGT. Elle a appelé ce matin ses troupes et ses sympathisants à manifester, à descendre dans la rue et à faire grève. Bon, alors on va avoir des gens et des militants du Rassemblement National qui vont descendre dans la rue à côté des gens de la CGT. Moi, j'avoue que
les repères là tombent un peu. C'est assez étonnant. Ça, c'est les éléments de langage. Oui, c'est des éléments de langage. Oui, vous avez des gens, des individus qui aujourd'hui ont envie de protester. C'est quand même la première fois qu'on voit côte à côte des gens et des partis politiques complètement opposés qui essayent de récupérer ça. Ça vous interroge pas sur le gouvernement d'Emmanuel Macron? Ça m'interroge sur la démagogie ambiante, surtout. Oui, ça c'est clair. Mais sur la colère du pays, non? Sur la démagogie de ces partis politiques. Fergan, Aziari, pardon. Ce qui est embêtant, c'est que dans ce conflit, les deux camps qui se font face sont tous les deux à côté de la plaque. Je veux dire, cette réforme, c'est un véritable gâchis, quitte à mécontenter tout le monde avec la réforme des retraites, autant faire une réforme intelligente. Or, on sait ici que cette réforme ne résout pas la question de fond, qui est que notre système de répartition est condamné à la faillite en raison des dynamiques démographiques et que la seule solution viable, c'est d'introduire de la capitalisation et de l'épargne retraite. Ça, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Tout le monde n'est pas d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup d'aveuglement dans ce pays en raison des mentalités anticapitalistes, alors que finalement la capitalisation, c'est quelque chose qui est pratiqué par beaucoup de seniors. Aujourd'hui, la part des revenus du patrimoine chez les seniors atteint environ 19%. Donc pourquoi ne pas élargir cette part du revenu du patrimoine tant que notre système restera fondé sur un pillage intergénérationnel, dans lequel les actifs sont aujourd'hui privés d'un quart de leurs revenus pour financer des pensions de gens qui sont beaucoup plus riches. Ça s'appelle de la solidarité intergénérationnelle. Non, mais la solidarité. La solidarité, c'est pas du pillage. Ici, on est dans de l'extorsion. On a une génération de seniors. Mais je le dis parce que ici, je pense que les étudiants qui rejoignent je pense que les jeunes qui rejoignent cette grève sont vraiment, à mon avis, aveuglés par ce qui se passe. On a un système qui est criblé de dettes. On a des générations qui laissent aux générations futures un système ultra endetté. C'est faux. Et bien sûr que si, on a des milliards de dettes. C'est pas vrai. Et qui ont des retraites beaucoup plus riches. La dette est beaucoup plus riche que les retraites 2024 grâce à la CADES. Donc il y a un système qui est insoutenable. C'est faux. Et il y a une seule réforme qui permettrait aujourd'hui de régler ce problème-là. On ne le fait pas par dogmatisme anticapitaliste. Et je trouve que c'est un véritable gâchis. Moi, je suis guidé par le dogmatisme. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est archi faux. Il n'y a pas un déficit tel que... Il n'y a qu'un déficit et il n'y a pas d'endettement tel qu'il est sur le problème des retraites. Première chose. Deuxième chose, il y a de la capitalisation. Il y en a déjà. On pourrait éventuellement... Même les fonctionnaires. C'est vous qui le dites, mais on pourrait effectivement l'améliorer un peu et je pense que personne n'est contre un peu plus. Et moi, je suis très attaché à la solidarité. Et là parce que certains ne sont pas libres parce qu'ils ne peuvent pas. Là où vous parlez en fait d'un pillin chez ce qu'on appelle la fraternité, ce qui est quand même une des devises de notre République. Et puis moi, je voudrais quand même rappeler à ce micro, et vous savez, je ne suis pas un homme de gauche, je pense que c'est un peu normal qu'on aille dans la rue. Enfin, je veux dire, si on n'est pas d'accord, maintenant on va voir combien de temps ils restent dans la rue, comment ils vont bloquer le pays. Et si ça devient effectivement par les hommes, là effectivement on peut s'inquiéter à ce que les gens soient peut-être aveuglés et que ça devienne qu'un combat politique. Soyons pas naïfs. Moi aujourd'hui, je dis que des gens qui se sont battus pendant 50 ans, 60 ans, 100 ans pour avoir des régimes particuliers. Quand on voit la RATP, par exemple, où vous avez déjà à la RATP en elle-même des retraites qui sont différentes entre les roulants et non-roulants, c'est bien que quand même vous avez passé votre vie dans les tunnels de la RATP, vous méritez quand même d'avoir un peu de retraite mais en non, avance. Mais tout ça a changé. Attendez, moi, ça date de 45, il roule toujours. Je suis désolé, il y a toujours des conducteurs mais pas à la dans les RATP. mêmes conditions, je parle ça n'a rien à voir. Donc, quand on veut les faire changer, on peut les faire changer. Je pense que, regardez, le statut des cheminots a été changé. L'idée que quand on rentre dans un contrat, il faut avoir de bonnes raisons pour que le contrat qu'on vous a signé ne devienne caduc. On ne change plus rien. Mais si, mais je dis simplement qu'on n'est pas obligé de tous condamner de manière systématique une grève si on ne voit pas aujourd'hui comment elle va se passer. Moi, je pense que ça va être 1 ou 2 jours un peu difficiles. On fera avec. On verra ce qu'ils vont faire. Ce qui interroge aujourd'hui, c'est qu'on a dépassé encore une fois la réforme des retraites. On a des gens mécontents dans la rue qui vont manifester pour autre chose. C'est la France insoumise, c'est toujours les mêmes qui essaient de jeter sur le feu. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les syndicalistes qui disent aujourd'hui, attendez, nous sommes rentrés dans un régime, vous voulez le modifier, mais il ne faut pas le modifier n'importe comment. Mais on a que ça le projet de loi et on est déjà en manifestation. Évidemment que ce qui va se passer à partir du 5 décembre est à la fois un mouvement social et un mouvement politique. Pour la simple et bonne raison que c'est la politique du gouvernement qui a des conséquences sociales contre lesquelles d'ailleurs un certain nombre de syndicats sont mobilisés. Et non d'ailleurs, c'est un problème. C'est un peu un problème, non ? Alors attendez de connaître le projet de loi. Qui a créé les conditions de ce conflit majeur auquel nous allons assister ? C'est précisément le gouvernement. C'est exactement l'inverse. Je le disais tout à l'heure, ça rime avec Louvois, qui depuis 18 mois organise des concertations et qui n'a pas déposé un texte sur la table. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de concertation avec ce gouvernement. Laurent Berger, Laurent Berger, le secrétaire confédéral de la CFDT, dont
qu'on ne peut pas soupçonner d'être celui qui attise le feu. La CFDT cheminot appelle à la grève, elle a rejoint le mouvement. Elle a rejoint le mouvement hier. Qu'est-ce qu'il dit, Laurent Berger ? Il dit que le gouvernement a une responsabilité imminente dans la situation puisqu'il n'a toujours pas mis de texte sur la table alors même qu'il discute avec les organisations syndicales depuis 18 mois. Il entretient le flou parce qu'il va y avoir évidemment bien plus de perdants dans la réforme qui sera proposée qu'il y a de gagnants. Il entretient le flou, il voulait jouer le calendrier, il voulait au départ d'ailleurs enjamber les élections municipales parce qu'il savait que les mesures qu'il allait proposer étaient impopulaires. Il est obligé maintenant d'avancer son calendrier. Mais évidemment que c'est une manifestation qui est à la fois sociale et politique, parce que cette réforme des retraites, dont on attend encore d'avoir des réponses sur des sujets qui sont pas mineurs, les pensions de reversion, les carrières hachées, etc., elle s'inscrit dans un contexte politique. Pourquoi les Françaises et les Français, l'immense majorité d'entre eux, sont en défiance vis-à-vis du gouvernement ? Parce qu'ils ont vu qui étaient les cibles privilégiées de ces politiques. Immédiatement, on a supprimé l'ISF. Immédiatement, on a voté la flat tax qui fait qu'aujourd'hui, il vaut mieux vivre de ses dividendes que de vivre de son et on travail. voit les amalgames des gens qui ont été battus en 2017 qui n'arrivent pas à ressurgir. C'est pas de l'amalgame, c'est les conséquences de la politique. Et si d'ailleurs il y a des difficultés, et le corps le dit, si le Conseil d'orientation sur les retraites, s'il y a des difficultés de financement à l'avenir, c'est en partie dû aux décisions qui ont été prises depuis 2017 par le pouvoir. D'un représentant du Parti socialiste, sortez dans la rue, allez discuter avec les Françaises et les Français, ils vous diront pas autre chose que moi. Et qui a soutenu la loi Marisol Touraine, qui précisément n'est pas très sociale. Qui prévoyait la prise en compte de la pénibilité pour un quart des salariés français que le pouvoir actuel a supprimé et qui prévoyait, c'est vrai, parce que nous on s'est géré, qui prévoyait aussi un allongement progressif jusqu'à 43 annuités. On marque une pause, on aura des appels au 826 300 300. Jean-Pierre sera avec nous dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Il est très animé, même pendant la pub. Et on a Jean-Pierre qui nous appelle. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Vous vouliez nous parler donc de cette grève du 5 décembre. Vous ferez grève ? Vous êtes concerné ? Moi, concerné, pas tout à fait, mais moi je suis retraité, mais je suis concerné, puisque bon, on va toucher aux retraites, que ce soit maintenant ou après, on sera tous perdants. Mais cette retraite, ces grèves, elles sont complètement sociales, parce que les gens qui manifestent, je connais des gens qui d'habitude ne s'occupent pas de politique, vont aller manifester, parce qu'ils ont du mal à joindre debout, parce qu'il y a pas mal de justice, tous ces gens là qui font des lois contre nous, qui veulent toucher à nos retraites. Par exemple, les députés, ils se sont montés de 300 €, ces gens-là. Bon, alors il faudrait arrêter un peu. Et puis ce qui va se passer, bon, ça c'est les retraites un peu pour les autres, mais je viens de voir que le 2 décembre a été votée une loi par le Sénat pour faire travailler plus longtemps les fonctionnaires, les faire travailler 37h30 et augmenter la durée de travail, et parce que soi-disant qu'avec ce système-là, l'État va économiser 2,27 milliards sur le budget de l'État. Alors si on commence et faire travailler le jour de carence à 3 jours et demi, je pense que là les fonctionnaires vont continuer. Donc ceux qui n'avaient pas envie de faire grève, je pense qu'ils vont quand même aller pour défendre leur bifteck. Oui. C'est assez logique ce que vous dites. Non, il y a un peu un mélange de tout, parce que en réalité... Merci Jean-Pierre. Si les retraites, si on en est là aujourd'hui avec ce système de répartition qui est effectivement fragilisé, auquel les Français tiennent. Bon, après on peut mettre un petit peu de capitalisation, mais ça ne réglera pas le problème. Or, le système de retraite par répartition est fragilisé du fait de la démographie. C'est clair, on l'a dit tout à l'heure. Bon, donc il faut faire un système par répartition qui tienne la route pour les 50 années prochaines. Et c'est ça que veut faire le gouvernement. C'est pas seulement le fait de dire on va faire une réforme comptable comme les autres gouvernements, les précédents gouvernements l'ont fait. Alors on augmente le nombre d'annuités, on répartit différemment et on recule l'âge de la retraite, mais en réalité on ne règle pas le problème du déficit et de la démographie. Là, ce que veut faire le gouvernement, mais ça va coûter cher. Et ça, on est en train, malheureusement, de le découvrir. Moi, j'ai regardé un peu le système, ça va coûter entre 25 et 30 milliards d'euros. Parce qu'il faut remettre le système à niveau pour qu'il ne soit plus déficitaire par la suite. Voilà. Donc c'est une réforme de grande ampleur.
Mais là vous revenez à la réforme. Ce qui est intéressant, encore une fois, et c'était un petit peu l'objet de notre débat. C'était l'objet de la question. Mais c'est aussi, et on a une auditrice qui pose une question qui dit, mais où sont ceux qui vont manifester jeudi depuis 1 an? C'est vrai que les Gilets jaunes, est-ce qu'ils vont se retrouver dans ce mouvement et aller manifester? Encore une fois, c'est quand même assez interpellant de voir toutes les corporations qui vont aller, qui sont concernées. Tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté. Que ce soit le privé pourrait les médecins, les avocats sont impactés, les comptables sont impactés, en fait toutes les professions libérales. Ouais. Donc que tout le monde manifeste, moi ça me choque pas. Le problème c'est est-ce qu'on va tout casser encore une fois, les kiosques, ou est-ce que ça va être une manifestation qui veut appeler au dialogue? Est-ce qu'elle va durer? Enfin, encore une fois, la réalité, il ne faut pas enlever aux gens les droits de manifester quand ils sont en désaccord. D'enlever le droit de grève, le droit de manifestation. J'ai pas dit que tu étais en désaccord. J'ai dit qu'il est normal que les gens manifestent. Maintenant, bien sûr. Comment le dialogue va s'ouvrir? Qu'est-ce que le Premier ministre va pouvoir octroyer? C'est ça le problème. On va voir. Moi, je suis quand même un peu étonné qu'on parle de 350 000 personnes aujourd'hui qui sont sous les régimes spéciaux par rapport à 25 millions de salariés. Et je vois mal quand même le pays à feu et à sang pour 350 000 personnes. Et je pense pas que de toute façon 350 000 personnes va modifier le déficit du système. Le problème, c'est un mécontentement beaucoup plus large. Mais c'est l'équité. Non, mais il y a 2 problèmes. Il y a un mécontentement, justement, c'est l'affaire des Français. Les Français ne voient pas leur avenir, ils sont inquiets. Et ça, c'est les Gilets jaunes, c'est ces manifestations. Moi, je parle maintenant de la réforme et de la grève uniquement pour cette réforme. Vous avez quand même 2 philosophies qui s'affrontent. C'est d'une part l'équité que souhaite le gouvernement. Moi, j'y suis favorable. Je pense qu'effectivement, 1 euro cotisé devrait amener 1 euro de droit à la retraite. Enfin, X. Mais d'un autre côté, vous n'avez que 350 000 personnes sur les régimes spéciaux et on a l'impression qu'on va mettre à feu et à sang. Si c'était le cas, pour quelque chose qui pourrait être géré différemment au cas par cas. Voilà. Attendez, c'est un peu mon propos. 1 euro cotisé donne le même droit à la retraite, pourquoi pas, à condition, et c'est bien pour ça aussi qu'il y a des Françaises et des Français qui manifestent, qu'il y ait des mécanismes de correction. On évoquait tout à l'heure la politique familiale. Si on ne fait rien pour les femmes qui ont des carrières hachées, parce qu'à un moment elles arrêtent de travailler... pas mes propos, c'est exactement ce que je dis. On a le droit d'être d'accord, même si on n'appartient pas à la même formation politique. Mais c'est bien ça le nœud du problème, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées par ce système dit universel à point, auxquelles aujourd'hui il n'y a aucune réponse. Parce qu'élever des enfants, ça doit être considéré comme un travail. Celles et ceux qui sont mis en situation de fragilité, si on est dans l'application bête et méchante de ce 1 euro cotisé égale le même droit à la retraite pour tous, et bien c'est ceux qui vivent dans la précarité, c'est ceux qui ont des carrières hachées et ceux qui ont des carrières hachées. Et tout le monde est concerné. Vous parlez de 350 000 personnes, c'est pas 350 000 personnes qui sont 350 000 personnes. Oui, dans les régimes spéciaux, mais c'est tous les Français. Mais bien sûr, mais la réforme des retraites, elle concerne tout le monde. Les régimes spéciaux, ça coûte 9 milliards d'euros à l'État. Est-ce que l'on va continuer à subventionner des régimes spéciaux qui datent de 1945? Oui ou non? C'est la question. Mais non, il ne s'agit pas de dire on va mettre à feu et à sang. Il s'agit d'aménager leur transformation. Personne n'a dit qu'il fallait continuer. On dit simplement que ce n'est pas la peine de tout mettre en même temps, au même moment. Je dis que pour l'instant, on aurait amené tous les Français à 65 ans. Ce que vous avez dit est totalement contradictoire. Et après, on aurait pu voir les régimes spéciaux. Comme avait fait Fillon en son temps. Oui, alors là, pour le coup, on aurait eu 2 millions de personnes dans la rue pendant des mois. Si. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on a un régime universel et à ce moment-là, tout le monde rentre dans le régime universel. Soit on met XXX exception, et à ce moment-là, on n'est plus dans un régime universel. Il faut savoir ce qu'on veut, on ne peut pas dire tout et son contraire. Moi, je suis pas hyper mais Franck Marguin, vous êtes LR et vous êtes opposé à cette réforme. Ah, pas du tout, j'ai pas dit que je suis opposé. La preuve, j'ai dit, il faut leur donner le droit de manifester. On ne voit pas clair sur ce que veut faire le gouvernement exactement, et quand on aura un vrai texte, on comptera les points. Et moi, je vous dis, il y a 2 choses qu'il faut faire, c'est augmenter l'âge de la retraite, je pense qu'il faut la passer à 65 ans, comme nous l'étions avant l'arrivée de M. Mitterrand, alors qu'on vivait beaucoup moins longtemps, première chose. Deuxièmement, aménager les régimes spéciaux, oui, pour qu'ils soient moins déficitaires, mais ça peut se faire sur 1-2 générations. Il n'y a qu'à dire que, comme il a fait pour le cheminot, tous les nouveaux entrants dans le régime spéciaux n'auront plus de régime spécial. Enfin, il y a plein de choses. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste. Et alors, l'idée, c'est de réformer structurellement le système pour que tout le monde soit en équité. Je suis au contraire complètement d'accord, j'irais même plus loin. Mais on ne peut pas le faire, si vous voulez, en imposant
quelque chose qui, soi-disant, a l'air pareil pour tout le monde, alors que tout le monde n'est pas pareil. Pour le moment, rien n'est apposé, puisque par définition, et vous l'avez tous dit, on ne connaît pas le texte, on ne connaît pas le projet de loi. Vous savez, c'est quand même la droite, c'est comme Fillon qui a fait la première grande réforme. On est dans un grand enfumage. Non, c'est Édouard Balladur. On est dans un grand enfumage. Parce que ce que disent les syndicalistes qui discutent avec le gouvernement, Laurent Berger lui-même, c'est qu'il parle, il discute, mais que pour l'instant, le gouvernement ne fait aucune proposition. Donc pardonnez-moi, quand on discute, c'est discuter de quelque chose. Et si on discute de rien, on est dans l'enfumage. Ces discussions, on dit long sur le point fondamental qui n'est jamais abordé, c'est le financement. C'est-à-dire qu'on est là, on part effectivement du système de retraite, mais personne ne répond à la question, c'est comment on finance ce truc. Je rappelle quand même que pendant la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a communiqué sur 1 000 euros de dépenses publiques, comment ces 1 000 euros sont alloués. Sur 1 000 euros de dépenses publiques aujourd'hui, il y a 268 euros donc, qui sont consacrés aux retraites. Donc les retraites, c'est quand même quelque chose qui consomme un quart aujourd'hui de la dépense publique et donc de la fiscalité censée correspondre à la dépense publique. On sort d'une crise des Gilets jaunes avec... Ça vous choque ? On sort d'une crise des Gilets jaunes avec donc des gens qui se plaignaient d'avoir un impôt, une fiscalité beaucoup trop élevée. Encore une fois, personne ici n'évoque le mot de capitalisation et d'épargne retraite alors que c'est à mon avis le seul système. Non mais c'est vrai, mais encore une fois, c'est le point crucial. On s'échappe sur les modalités du fonctionnement du système par répartition alors que ce système est condamné et est structurellement déséquilibré. Si on ne réintroduit pas de l'épargne, il n'y a pas de solution viable pour le système de retraite en France. C'est aussi simple que ça. Eh bien, nous verrons ce qu'il se passera jeudi et les jours à venir et on aura évidemment l'occasion d'en reparler demain. Bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera... Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.